la complémentarité entre les deux systèmes phonétiques et supradialectal. Voilà. Merci Manuel. Je pense que nous, on a assez parlé. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourra ajouter quelque chose? Mais on t'oblige de venir là pour le microphone. Un, deux. Voilà, alors, on m'a interpellé sur donc Marc Bron, hein, je suis enseignant de savoyard en Haute-Savoie et donc de franco-provençal. Et on m'a demandé pourquoi je m'étais intéressé à une forme de standardisation, euh, dont je précise tout de suite qu'elle est écrite et pas orale. Tout simplement parce que pendant des années, pendant 40 ans on va dire, moi j'avais 16 ans, on était dans ce village en 78 quand on a commencé les fêtes internationales du patois, et où on voyait plein de gens qui parlaient, et où on a eu des dialectologues qui nous ont fait faire beaucoup de phonétique. Les gens étaient contents, ils pouvaient écrire, mais la plupart, c'était trop compliqué pour eux. Ils écrivaient avec des règles qui rappelaient l'orthographe française et un petit peu d'étymologie. Euh, Ensuite, tout ça allait très bien. Et puis, quand on a voulu aller un peu plus loin, aller dans l'enseignement, et passant par l'école, parce que jusqu'alors, ben, les choses se faisaient, on les parlait, on pensait un peu à la transmission, mais ça n'allait pas très loin. Et on essayait de faire que la transmission se fasse de façon naturelle, en valorisant la langue, en valorisant ce qui pouvait être fait autour de la langue sur le pays. Et donc, à un moment, on s'est dit, il faut aller dans l'école, et dans l'école, tout d'un coup, là, il y a besoin de références qui ne bougent pas toutes les minutes. On a commencé à faire des textes, et quand moi j'écrivais d'une façon, et puis que je revenais la semaine d'après en parlant du même mot, mais en n'ayant pas mis le T ou un à la place d'un an, parce que tout d'un coup je pensais à une personne de Bellevaux qui disait un, alors que la semaine d'avant j'étais qu'une personne de Brantôme de Bouège qui disait an, les enfants, mais monsieur, il y avait un i, maintenant c'est un a, etc. C'était très compliqué. Les enseignants, ils ont besoin d'un petit peu de régularité. Quant aux enseignants qui m'accueillaient dans leur classe, eh bien, eux qui se battaient sur l'orthographe toute la journée en disant ça s'écrit comme ça, là, de toute façon, on pouvait écrire un peu n'importe comment. Enfin, voilà. Donc, on avait à l'autre bout la volonté de la valoriser, y compris dans l'enseignement. Ça voulait dire passer par une reconnaissance au niveau de l'éducation nationale française. Pouvoir avoir cette langue, comme les autres langues régionales, aux examens. Aujourd'hui, là, en 2017, au mois d'avril, une nouvelle circulaire est sortie à l'Éducation nationale qui a repris un peu tous les textes, c'est un espèce de bilan de tout ce qu'il y avait comme texte. Eh bien, vous verrez, le franco-provençal n'y figure pas, non plus que le flamand occidental. Par contre, toutes les autres y figurent. J'ai regardé encore tout à l'heure, depuis le breton, le catalan, y compris le gallo, une langue d'oïl, figure, mais pas le franco-provençal. Voilà. Donc, après X et X demandes au cours des 20 dernières années au ministère, y compris relayées par des députés ou d'autres structures, eh bien, on nous a renvoyé tout un tas de réponses, d'abord assez fausses, disant, une fois qu'on était dans les langues doc, donc il n'y avait pas besoin de faire quelque chose pour le franco-provençal, puisque l'occitan était déjà reconnu. Mais 3 ans plus tard, disant qu'on était en fait dans les langues d'oïl, donc on ne ferait rien du tout, puisqu'on ne fait rien pour les langues d'oïl, alors qu'on fait quand même pour le gallo. Et disant que c'était parlé dans un étroit sillon rhodanien, alors qu'entre-temps, la République italienne avait reconnu la franco-provençal dans son journal officiel comme une des langues d'Italie, donc langue d'Europe, et du coup n'était pas une langue de France. Je parle au ministère de l'Éducation nationale. Au ministère de la Culture, le travail a été fait au début des années 2000 et a été très bien reconnu. Quand on avait tout ça, on s'est dit, eh bien, il faut vraiment qu'on ait une norme écrite. On parlera ensuite comme on voudra, mais on a besoin d'une norme écrite pour que les gens puissent s'y référer. Deuxièmement, dans ceux qui veulent apprendre, il n'y a pas la volonté, dans bien des cas, d'avoir vraiment le parler de tel endroit très précis. Ils disent, bah, moi j'aimerais parler savoyard, ou j'aimerais parler patois, ou etc. Mais lequel, on n'est pas forcément attaché chez nous.
Alors dans d'autres villages, c'est peut-être différent. Mais donc on a ce besoin, c'est pour ça que j'ai sollicité au niveau du Conseil international du franco-provençal, eh bien, savoir si on pouvait avoir une aide pour nous aider à avoir cette norme. Alors on connaissait l'ORB, les remarques qui ont été faites, effectivement, on l'a trouvé un peu trop compliqué. On avait l'impression presque que c'était du français quand on regardait ça d'un peu loin. Enfin, il n'y a pas eu de très bons échos. Par contre, moi je partage l'idée qui était dite au début que Stich a eu un grand mérite d'être un peu le premier à avoir lancé cette chose-là. Mais voilà, le produit fini ORB nous semble compliqué à appliquer au quotidien avec des élèves en collège par exemple. Voilà. Et donc, avec ce Conseil international, on a lancé une réflexion et puis un travail. Une commission a été nommée, donc avec Andrea, avec M. Martin, avec Raphaël et puis Christiane également. Eh bien, on travaille un petit peu pour arriver à une espèce de nouvelles moutures qui sera peut-être pas si loin que ça que des autres, parce qu'on ne va pas non plus tout inventer, qui s'inspire des textes historiques, parce qu'on se dit finalement que la langue, elle a une histoire, elle a une littérature, et peut-être faut-il reprendre le fil de cette littérature pour arriver à quelque chose. Et bien après, ce sera soumis à la critique un petit peu de tout le monde, mais franchement, on a besoin, nous, d'avoir une certaine référence normative écrite. Il n'empêche que l'oral, il faut bien à un moment, quand on fait un dictionnaire, donner une façon de prononcer, style phonétique entre crochets et phonétique internationale. Et là, on peut en mettre une, on peut en mettre deux, mais on ne peut pas en mettre 50. Donc il faudra bien aussi, pour les dictionnaires, un peu généralistes, faire un choix aussi. Mais là, ce n'est pas notre propos pour l'instant. Merci Marbon. Marbon nous rappelle aussi ce dont parle aussi Lamela dans ses œuvres, le caractère stable d'une orthographe. Et qui encore voudrait ajouter? Oui, je vous invite. Si je prononce bien, Noggi Naomi. Ok. Ça, c'est la prononciation franco-provençale, bien sûr. Oui. Ah, bon, c'est l'angoisse un peu franco-provençalisée. Bon, je vais être vite. Je voudrais d'abord remercier tous les contributeurs à la table ronde parce que pour moi, c'était vraiment intéressant d'écouter toutes ces contributions, étant donné que moi, j'avais déjà entendu, lu toutes les autres choses qui étaient présentées aujourd'hui comme éditrice du numéro. Ça valait la peine de venir en avion du Canada pour écouter la table ronde. Donc, merci. Et je voudrais poser 2 questions à mon collègue canadien. Un sur le passé et un sur le futur du DICO-Franc Pro. Alors, s'il n'existe pas encore de normes pour toutes ces variétés franco-provençales, comment est-ce que vous choisissez quelle forme de mettre dans le dictionnaire? Je comprends bien la partie ORB, et ça, c'est très bon comme forme fixe, de forme de référence, mais alors, la première question sur le passé, comment est-ce que vous avez choisi les choses à inclure? Et la deuxième question, c'est pour le futur. Est-ce qu'on aura la possibilité d'ajouter d'autres formes? Par exemple, si quelqu'un a faillito va être représenté dans le dictionnaire, est-ce qu'on pourra ajouter d'autres variétés, d'autres paroles? Alors, pour le passé d'abord, les variétés, en fait, c'est celles qui... Les normes de transcription, c'est celles qui existent déjà. Donc, pour le bressan, c'est vraiment la graphie de Conflans qui est en usage depuis des glossaires dont Jean-Baptiste Martin et d'autres ont été les parrains. Donc, il n'y a pas besoin de normes, il n'y a pas besoin que le mot soit le même dans toutes les régions de Brest pour utiliser cette norme unique. Par exemple, avec le mot temps, là, si il y a 3 ou 4 prononciations selon plus on va vers le sud ou le nord, donc là, j'utilise en fait la graphie de Conflans, le même système. Pour le canton de Fribourg, c'est il y a
un dictionnaire franco-provençal, fribourgeois, français qui est paru il y a pas très longtemps et qui fait référence dans le canton de Fribourg. Donc c'est cette orthographe-là et c'est celle qui m'est fournie par la contributrice principale pour les exemples que je donne. Elle écrit des articles dans le journal La Gruyère et puis en même temps elle met sur Internet les enregistrements. Elle m'a autorisé à les utiliser, donc après moi je vais chercher les exemples qui m'intéressent pour illustrer différents mots. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'une. Alors qu'en Bresse, j'ai 6 ou 7 locuteurs, des interviews que j'ai faites, des néolocuteurs ou des émissions de radio, on peut varier. Pour le Valais, c'est l'écriture de Saviez, c'est Jacques Mounir qui m'a fourni des exemples. Bon, il y en a encore relativement peu. Alors ça me donne, ça fait la transition pour la question. Est-ce qu'on peut ajouter des variantes? Oui. Oui, c'est-à-dire que la plateforme qui a été prévue par les techniciens à l'Université de Montréal prévoit d'en ajouter. Moi, j'ai aucune compétence en informatique. Après, la question, c'est comme partout, c'est l'argent. Parce qu'il faut énormément de temps. On a peu d'argent. Bon, l'Université de Montréal m'a aidé un peu, la région Rhône-Alpes, et le reste, maintenant, pour l'instant, c'est des choses qui se font bénévolement. Bon, je vais essayer d'aller chercher de l'argent à droite, à gauche. Mais donc, si vous connaissez des gens à Faeto qui ont du temps ou de l'argent, donc la réponse est oui. S'il y a des gens qui veulent faire ça en Savoie, en Vallée d'Ost. Donc, il y a les possibilités techniques, même si c'est complexe. Alors là, je crois qu'on a un peu touché aussi ce dont parlait Raphaël. Au moment où on doit parler de la langue, il manque le petit lien direct et voilà qu'on doit chercher une version unifiante en quelque manière, un point de repère pour pouvoir en parler. Et encore. Oui. Ouais, c'est plutôt une réflexion et une invitation après à adresser à tout le monde de donner leur avis sur la question. Ayant vécu les conflits et les débats très houleux à un moment donné, quand il y a eu justement à l'horizon cette perspective d'une éventuelle standardisation, etc. Et on pourrait, en analysant du point de vue anthropologique la question, on se rend compte qu'il y a eu vraiment une peur assez forte du changement, d'affronter une forme nouvelle de la langue qui était inconnue et dont on ne savait pas, et dont on ne pouvait pas mesurer les conséquences, je crois. Et en même temps, on pourrait réfléchir sur... on a parlé ce matin d'évolution et de conséquences d'un emprunt à l'intérieur d'une langue qui après a assimilé cet emprunt et qui a eu des évolutions. Alors, en raisonnant autour de la question de l'évolution, on peut se demander si une langue qui évoluerait en pleine spontanéité, d'une variété considérée comme naturelle, le scripteur qui n'est pas phonéticien ne risque pas lui aussi d'induire des évolutions et des transformations de la langue? Ne serait-elle pas encore importante, aussi importante qu'une intervention volontaire de la part d'un linguiste qui réfléchit sur les structures et qui imagine, préconise une certaine norme plus générale? Et cela aussi pourrait déclencher une peur, alors que justement, il y a cette représentation que la langue naturelle est telle et que elle est soi-disant ne risque pas de subir de transformation et d'évolution.
parce que c'est un peu la représentation, je pense, des locuteurs très souvent quand ils pensent que la langue naturelle, elle se transmet telle qu'elle. L'intervention alors sur la langue peut être volontaire ou peut être involontaire. Ça fait partie de l'histoire de l'évolution d'une langue qui doit enseigner la langue, que ce soit le français ou l'italien, parfois se trouve à enseigner des règles qu'il connaît et qui sait très bien, qui sont artificielles et parfois même qui vont contre ce qui est l'usage de la langue entre guillemets naturelle. Je crois, voilà, ça fait partie de l'histoire de l'évolution de la langue. On a parlé des nécessités de la langue, on a parlé des possibles solutions, on a imaginé une orthographe qui soit plutôt souple, pas stricte. On pourrait même imaginer alors que tout le vocabulaire de n'importe quelle variante soit admis et qu'il n'y ait pas de veto pour un mot ou pour l'autre. J'ai bien compris tout ça. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je pense que si on ne veut pas créer un standard unique ou des standards régionaux, il faut aussi laisser un peu de liberté à la langue. De toute façon, la langue, elle est libre. Vous savez, qu'on parle des langues régionales ou qu'on parle des langues nationales, des langues officielles, il n'y a que le peuple qui les fait évoluer et les écrivains. Et là, on ne l'entrave pas. Et par exemple, en ce qui est la règle grammaticale, à partir du moment où la majorité fait la faute, ça devient la norme. Et ce qu'on apprenait avant vous induit en erreur. Donc, vous savez, les langues évoluent. Et donc, il faut tenir compte de ça. Et les langues vont évoluer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus du point de vue lexical les prochaines années. Nous vivons une mutation à tous les niveaux qui fait que la plupart du vocabulaire que nous connaissons aujourd'hui ne sera plus connu des gens qui naîtront dans 20 ou 30 ans. Pas se faire d'illusions. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les néologismes. Nous nous crispons souvent pour savoir quelle forme il faut choisir dans ce qui est ancien. Là où ce serait très facile de faire l'unité, c'est sur les néologismes. Et les néologismes vont occuper plus de 50% du vocabulaire bientôt. Et donc, si des gens se mettaient d'accord sur les mêmes néologismes, si on se mettait d'accord pour revêtir toutes les fois que cela est possible, ces néologismes d'une forme conforme aux structures fondamentales du franco-provençal, nous avancerions beaucoup. Et là, de toute façon, on pourra nous accuser de créer une langue nouvelle. Mais de toute façon, si ce n'est pas nous qui la créons, cette langue nouvelle, eh bien c'est le peuple qui la créera par les emprunts. De toute façon, il n'y a qu'une seule catégorie de langues qui n'évolue pas, c'est les langues mortes. Et je suis de ceux qui pensent que jamais nos langues auront autant évolué qu'au cours des dernières décennies passées et des prochaines décennies à cause des grandes mutations que nous vivons. Alors, prenez un dictionnaire. La plupart qui a, je ne sais pas moi, un dictionnaire français qui a 50 ans, la plupart du vocabulaire technique n'est plus employé. Les mots sont allés dans les musées avec les objets qu'ils désignaient ou sont allés dans les cimetières avec les gens qui les employaient. Eh bien, je crois que nous avons, pour recréer une certaine unité franco-provençale, une chance historique. Et puis, je pense que tout le monde a bien compris que l'objectif, ce n'est pas d'imposer une vision à une autre. Comme je dis à tous les gens avec lesquels je travaille, écrivez, écrivez, écrivez. Si vous voulez écrire dans la graphie de Conflans, j'applaudis. Si vous voulez écrire dans une graphie globalisante, j'applaudis aussi. Donc l'important est de faire, l'important est d'additionner nos forces, d'additionner nos compétences et ne jamais jeter d'exclusion. Et je suis par exemple choqué par certains propos qui ont pu être tenus sur la graphie supradialectale. Moi, je ne suis pas favorable à une graphie supradialectale unique. J'ai été très clair, me semble-t-il, tout à l'heure. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre
une vision de notre franco-provençal pour le projeter dans l'avenir et lui assurer, si c'est possible encore, un certain avenir, avec la nécessaire description faite par mes amis dialectologues. Les deux sont utiles, mais nous travaillons de façon complémentaire et il ne faut surtout pas s'opposer. Oui, alors, Marban, encore, oui. Oui, sur ces deux sujets, donc sur les néologismes, avec quand même l'idée que les prononciations du même type seront quand même là variées. Et puis, pour ce que disait Andrea, les types différents, du style Peuquet, là tout à l'heure, Medzé, Rodzé, etc., mais bien sûr qu'ils sont les bienvenus, d'autant qu'ils ont commencé la route naturellement pour être là, parce qu'en Savoie en particulier, les gens déménagent, tel village habite beaucoup plus loin, on a des groupes où dans le groupe de Tenon, on se trouve avec peut-être 15 villages différents, et finalement, déjà chacun a apporté son type, et quand on écrit les scénettes de théâtre, puisque c'est un théâtre vivant et de création, eh bien, tous ces mots-là, synonymes, qu'on prend maintenant pour des synonymes, sont employés un peu par tout le monde, donc finalement, eh bien, ce qui sera fait, c'est déjà naturellement en marche. Voilà, alors, unir les forces pour assurer un futur au franco-provençal. Je peux appeler Bruno. Oui, alors je fais de la pub tout juste en français. Prezza patoué, prezza, tozor patoué, me recommande. Voilà. Merci Andrea. Non, justement, le centre, comment dire, essaye de travailler sur des niveaux, et un scientifique comme celui d'aujourd'hui, un grand public pour essayer de rejoindre le plus possible des gens, pour essayer de promouvoir encore notre franco-provençal. Je vais conclure un petit instant, une petite minute, vous me le permettez, pour remercier le public et remercier surtout les conférenciers pour leur contribution très importante. J'espère que les journées soient comment dire, profitables pour tout le monde, qui voient en quelque façon comment dire, répondu à vos attentes. Voilà. Je suis sûr que oui. Mais bon, en tout cas, je crois que ces journées, ils ont comment dire, l'avantage de, si pas d'autre, de mettre en réseau des experts, de vous faire connaître. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, généralement, vous contactez tout simplement avec des clics. Ça, c'est froid. Je crois que les rapports humains permettent toujours d'avancer sur les rapports. J'espère que ça comme ça. Et alors, c'est déjà maintenant que je vous invite pour la prochaine édition de la conférence annuelle qui se déroulera en 2018, j'espère. Ben, on a déjà plus ou moins déligné le titre, ça se déroulera, il me vient de sourire, vous le comprenez, sur les pratiques funéraires. Mais non, mais comment dire, ne serait-ce que pour une, comment dire, une exorcisation sur le sort du centre. Car vous l'avez compris, on a quelques difficultés, mais bon, même si aujourd'hui le président du gouvernement régional nous a ouvert quelques espoirs, on va être optimiste. Un sujet pas trop rigolo peut-être, mais que je suis sûr sera plein d'informations intéressantes aussi. Permettez-moi encore une toute dernière considération. Bon, il y a 22 ans, avec cette année, que je fais partie du bureau du Centre d'études franco-provençales. Et donc, c'est la 22e conférence que j'ai l'honneur de participer, avant comme représentant de la commune, après avec un autre chapeau, mais bon, c'est toujours en collaboration avec le bureau. La conférence m'a permis de connaître un tas de gens intéressants, un tas des ouvertures vers de nouvelles expériences. Il n'y a qu'une personne qui m'a accompagné pendant tout ce parcours, qu'il est encore bien, encore entre nous. Hein. On a, encore une fois, ce n'est pas le cas des pratiques funéraires, avec qui on a partagé des moments difficiles pour l'organisation, on a supéré toute une série de problématiques, mais on a
aussi condiviser des moments sympas. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore regardé, mais vous pouvez vous imaginer qui peut être. C'est l'ami Saverio Favre que je voulais remercier. Bon, cette année, il commence à avoir la retraite. Alors, je vais lui souhaiter une bonne retraite. Je suis sûr qu'on continuera à l'avoir avec nous dans une autre veste, c'est-à-dire d'expert, même si plus comme responsable du centre. Et c'est pas ça, si tu souhaites dire deux paroles, le micro c'est pour toi. Moi j'ai quelques difficultés, voulez-vous m'aider à le remercier? Je ne m'attendais pas à cela et je vous remercie. J'ai peu de choses à dire. J'espère l'année prochaine d'être ici en tant que citoyen, sans devoir rendre compte à personne, pouvoir parler librement de ce que j'aime faire, ce que je pense. Et voilà. Je souhaite au centre ad multos annos, comme on dit dans les grandes occasions. Merci. Merci Saverio. Bon alors, je vous souhaite bonne rentrée chez vous. Il y a plusieurs personnes qui doivent parcourir plusieurs kilomètres, pas seulement sur les routes, mais en avion aussi. Merci encore à tout le monde et à la prochaine année, j'espère.